téléspectateurs de l'émission Onde Africaine, vous le savez très bien que je suis toujours contente de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de nous suivre sur votre émission que vous aimez tant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un artiste comédien, un artiste multifacette. Vous allez découvrir avec moi. Merci. Comme je disais déjà, l'émission d'aujourd'hui reçoit pour vous l'artiste comédien Malafi. Avec lui, nous allons parler de son parcours d'artiste, c'est-à-dire son parcours artistique. Nous allons partager avec vous, chers téléspectateurs, et vous allez découvrir. Bonjour, monsieur Malafi. Bonjour, madame Chim. Vous allez bien? Je crois que vous vous sentez très à l'aise avec nous. Ouais, par rapport à notre pays, article 15 toujours, nous tenons les coups. Le plus important est de rester debout et de tenir les coups, sincèrement. Vous sentez déjà que c'est un artiste comédien, hein? Artiste 15. Débrouillez-vous. Alors, monsieur Malafi, pouvez-vous vous présenter pour qu'on puisse découvrir qui vous êtes? Se présenter, c'est un grand travail. Donc, j'aimerais bien faire ça même en troisième personne, quoi. Parce que c'est pas si facile de se présenter. Parler de soi, c'est vraiment un grand travail. Oui. Mais en fait, Malafi c'est un entrepreneur culturel et artiste pluridisciplinaire. Comédien de formation, je fais la réalisation scénique à l'INA, la mise en scène. Et sur terrain, je suis gestionnaire d'un collectif d'artistes pour le management et la production des événements culturels. Malafia Production, où nous avons un centre culturel dont le nom est Maison culturelle des Mouindères. Notre rôle est d'accompagner, de produire et de manager les artistes ainsi que leurs œuvres pour une visibilité globale. En même temps, nous contribuons aussi à la décentralisation culturelle. À un moment, c'était dans la ville de Kinshasa et là, on se sent capable pour faire aussi au niveau national. Vraiment, la ville de Kinshasa, ou soit la République démocratique du Congo, semble être centralisée dans une seule commune. Oui. Tout se passe au centre-ville dans la République de la Gombe. Oh. Et pour un peu décentraliser des choses, nous on s'est décidé pourquoi ne pas ramener des activités culturelles, militer pour la culture de la culture dans le périphérique, dans le milieu périphérique, tel qu'à Kimbanseke, à Maloku, à Butembo, à Beni, à Ituri, aller un peu très loin, faire la rencontre du public et des artistes et même des œuvres d'art. Je suis un peu curieuse, merci beaucoup. Je suis un peu curieuse avant d'entamer la deuxième question, de savoir qui signifie Malafi, parce que c'est même le même nom que vous avez donné à l'une de vos structures, Malafia Production. En fait, Malafi, c'est premièrement mon poste-nom, c'est le nom de mon grand-père, qui est Amanyanga, Malafi Manyamba, ça a vraiment une signification littéraire. Alors, lorsqu'en 2013, on créait une structure, notre structure, il y a l'un de mes amis qui avait décidé qu'on puisse appeler la structure Malafia Production. Ça faisait authentique parce que Malafi veut dire protecteur. Et nous, en ce moment-là, on s'est considéré comme le protecteur des arts. Donc là, vous êtes protecteur des arts et en même temps de votre village de Manyanga là-bas, je crois. Bah, culturellement, je suis entrepreneur culturel, mais être aussi protecteur des coutumes ou soit des traditions, pourquoi pas? Parce que la culture congolaise doit être conservée et se partager avec d'autres. On ne doit pas perdre notre culture d'une manière, je dirais même bêtement comme ça. Vraiment. Monsieur Malafi, pouvez-vous nous parler, comme je disais tantôt que nous allons parler de votre parcours, pouvez-vous nous parler de votre parcours d'artiste? Comment est-ce que vous avez aimé être artiste, c'est-à-dire devenir artiste? En fait, moi je pense que c'est pas moi qui ai choisi de devenir artiste, mais c'est l'art qui m'a choisi. Du coup, je suis presque né d'une manière artistique. Déjà très petit, en 1999 par exemple, je me souviens de mes toutes premières scènes du théâtre dans des colonies de vacances. On était petits dans des mouvements de jeunes parce qu'on a reçu une éducation catholique et dans des paroisses on avait des groupes de mouvements de jeunes. Et pendant les colonies des vacances, des grands qui nous encadraient nous poussaient à faire et à créer des petites scénettes. Et c'est depuis 1999 que j'ai commencé à faire ça. Et à l'école primaire, j'ai déclamé aussi souvent des poèmes dans des manifestations culturelles. Et lorsqu'on est
on est devenu au niveau du collège. C'est par là où l'autre ambition de l'écriture, déjà au niveau de cycle d'orientation en CO, j'ai commencé à écrire des poèmes et à déclamer dans les journées culturelles. Et les rap aussi m'a invité dans ces contextes-là parce que d'une manière générale, j'étais un peu comme un enfant solitaire. Oui. Cette solitude me poussait beaucoup à l'écriture. Et donc c'est ça qui vous avait motivé à aimer ce métier? Pour moi, c'était d'abord une passion avant de me lancer comme une profession maintenant. C'était d'abord une passion de s'exprimer, une passion de partager. Et solitaire que j'étais, j'écrivais beaucoup. Et après, il fallait exprimer ces textes devant un public. Je faisais des poèmes dans nos journées culturelles. On avait notre groupe du rap à l'Institut Viluka. Et par là, on faisait aussi des chansons. Peut-être même pour plaire juste aux jeunes filles, aux jeunes demoiselles du collège, du lycée à l'époque. Mais après, lorsque je suis venu à l'INA en 2013, c'est par là où j'ai compris que cette passion peut passer de la passion à la profession. Et maintenant, comment apprendre des contextes ou soit des formations pour que la passion devienne une vraie profession. C'est vrai, on est artiste, on est passionné, on le fait justement pour le plaisir. Donc, il y a aussi la possibilité de manger derrière ces plaisirs-là. Et à l'INA, j'étais venu pour faire l'animation culturelle. Et Dieu merci, ma toute première année, j'ai eu l'occasion de participer musicalement dans le concours Talent Révélation que RTL organisait avec Icon Prod. Et après, grâce à ce concours, j'ai fait la première partie du concert des maîtres Games et Zao au Sharplay. Et ça, c'était vraiment du rap. Mais je me suis dit, bon voilà, j'ai participé au concours. J'ai encore eu une autre occasion de faire des formations et j'avais déjà des matières en amont par rapport à notre calendrier académique et tout. Et quand je suis revenu, c'est par là où je suis allé en art dramatique, faire du théâtre pour éliminer un peu d'autres problèmes que j'avais vis-à-vis à mes attitudes scéniques, à ma façon de tenir, ma façon de parler. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça m'a ouvert l'esprit de quitter juste de la manière d'être passionné et de devenir professionnel. C'est par là qu'on a créé le collectif Malafia Production et on a monté plusieurs projets de développement durable. Merci beaucoup, nous allons parler de ça. Mais avant tout, quelles sont vos difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours en tant qu'artiste comédien? J'aimerais bien parler en tant qu'artiste en général, parce que le théâtre, c'est vrai, je fais le théâtre depuis très petit, mais le théâtre comme profession, j'ai pas un long CV dans ce secteur. C'est plus dans la musique que je viens et dans la gestion que j'évolue maintenant. Mais en tant qu'artiste, je crois bien qu'il y a beaucoup de difficultés. Non seulement au passé, jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement de difficultés dans ce secteur. Premièrement, nous évoluons dans un pays qui n'a pas une politique culturelle. Nous sommes appelés à vivre comme on veut. C'est vraiment l'article 15 au total. Débrouillez-vous pour faire quelque chose. Il y a manque de subventions. Et même pour ceux qui arrivent à créer un modèle économique pour faire vivre leur structure, pour vivre aux dépens de leurs œuvres, il y a toujours une difficulté. Il y a vraiment une survie qui fait très mal parce que la relevance dans la gestion des droits d'auteur se fait très difficilement. Au-delà de tout ça, il y a manque de coopération. Mais aujourd'hui, il y a au moins des gens qui y réfléchissent, qui pensent au moins comment avancer. Et des manques d'encadrement. Par rapport à la formation aussi, des réalités. Moi, j'ai eu par exemple l'occasion de faire des universités académiques, mais pour ceux qui se lancent directement sur les terrains, des réalités sont très différentes par rapport à des conseils, des rôles modèles ou des aînés que nous avons. Alors, il n'y a pas vraiment de lieu où les gens peuvent se dire bon, nous allons se former là-bas pour être utiles et très professionnels. La différence entre la passion et la profession est qu'en tant que passionné, on peut se lever et dire bah, je vais créer des flairs, je vais dessiner, je vais monter des pièces de théâtre pour faire rire des gens. Mais après, en tant que professionnel, vous avez des conditions économiques, des conditions de marketing commercial et toutes les exigences pour que votre œuvre soit circulée dans le marché. Et ça, vraiment, beaucoup d'artistes ne sont pas en connaissance de ça. Donc, il y a des difficultés en termes juridiques, la légalisation du secteur, la loi portant sur la politique culturelle, des difficultés dans le terme économique.
la redevance par rapport aux droits d'auteur, les appels à subventions dans le secteur congolais, chinois en particulier, et voire même dans les cadres marketing, la communication n'est pas très facile. Nous sommes dans un pays de plus de 80 millions d'habitants, mais il y a une multitude des compagnies télécom et tout, même des chaînes de télévision. Alors pour arriver à s'imposer à un certain niveau avec un nouveau projet, c'est vraiment un grand travail. En tant qu'artiste, je crois que vous nous avez parlé de votre parcours, c'est-à-dire que vous étiez d'abord passionné de cela, vous avez suivi de formation par rapport à ça, et vous êtes maintenant professionnel dans ces domaines, c'est-à-dire de ces métiers. Et alors, quelles sont vos impressions par rapport à ça? Parce que vous nous avez aussi parlé que vous avez plusieurs difficultés. Arrivez-vous maintenant à relever maintenant ces défis? Ouais, on est toujours résilient parce que dans un pays comme le nôtre, je reviens souvent sur ça parce que le rôle politique est très important sur l'économie culturelle. Alors, à nous qui comprenons des choses, nous devons être résilients. Notre résilience c'est fait de manière que en ces moments où on se sent un peu bloqué, il faut vraiment que ces obstacles puissent devenir des moyens pour qu'on fasse un escalier et débloquer des situations. Comme par exemple pour nous, avec le petit moyen que nous avons, grâce à nos spectacles vendus, grâce à nos projets subventionnés. Aujourd'hui, on a notre propre centre culturel Anjili, qui a un studio photo, un studio visuel, je dirais même un studio audiovisuel en général, parce qu'on enregistre des chansons, on fait des photos, très loin même, on filme des mariages, on fait toutes des activités. C'est une très bonne chose. Et chaque week-end, on produit des artistes sur notre scène. C'est une façon pour nous de développer un modèle économique pour permettre aussi à tous les gens qui sont dans les collectifs, le secteur, de se retrouver, parce que quand on dit profession, c'est-à-dire celui qui travaille doit gagner du pain derrière ses travaux. Tout à fait. Alors, notre modèle économique nous permet à créer de l'emploi pour des jeunes qui sont même dans le milieu périphérique et à diffuser aussi des spectacles. Parce qu'on a des coopérations même au niveau international, des artistes qui viennent de l'extérieur pour jouer à Kinshasa. Tandis que quand ils viennent comme ça, souvent c'est à la République de la Gombe que les gens vont aller voir des spectacles des Occidentaux et tout. Mais nous, avec notre centre culturel Anjili, on facilite les gens qui viennent du Canada, d'Autriche, de la France, d'aller jouer peut-être devant le vrai public quinois. Parce que nous sommes dans un pays, dans une ville en particulier, qui n'a pas la deuxième classe. Il n'y a pas une classe moyenne. Il y a du très riche et des plus petits, des très pauvres, les petits peuples directement. Alors, un spectacle est donné pour les très riches, c'est très difficile de donner la même occasion aussi aux plus petits, aux plus pauvres, aux petits peuples. Alors, grâce à notre centre culturel, le même spectacle est donné à Gombe, nous pouvons le diffuser aussi en Djili. Est-ce que, parce que Monsieur Malaf, je rappelle que vous êtes gestionnaire culturel de Maison Mwindel, vous êtes en même temps gestionnaire culturel, vous êtes artiste en même temps. Comment vous arrivez à combiner, si je peux dire, toutes ces fonctions en toi? Mais c'est très difficile, ça je sais que c'est très difficile, ce n'est pas facile de combiner les deux en même temps. Comme je le disais, moi, je me suis lancé dans le secteur artistique en tant que rappeur. D'abord en tant que poète à l'école et puis rappeur. Et lorsque je suis arrivé à un niveau où j'avais un carnet d'adresses un peu avancé, je m'étais dit, mais voilà, moi j'ai l'opportunité de quitter Kimbanteke pour aller jouer par exemple à Gombe, devant un grand public et tout. Mais il y a des jeunes qui sont plus talentueux que moi, qui évoluent à mes côtés, mais qui n'ont pas les mêmes opportunités. Comment arriver à partager cette opportunité avec les gens? Je m'étais décidé de quitter la scène pour travailler dans le background derrière les artistes. C'est par là où j'ai eu la casquette de manager, gestionnaire des projets culturels, à initier le collectif Malafia Production pour accompagner les artistes et leurs projets. Et ça, les côtés administratifs me prennent beaucoup d'énergie que je ne pouvais plus me retrouver sur la scène en tant que rappeur. Et grâce aussi à mes études académiques, les théâtres que je fais à l'INA,
il m'arrive très peu de créer des spectacles comme ça, parce qu'en même temps tu dois rédiger les projets et en même temps tu dois suivre la gestion de ces projets et créer ou soit être sur scène. C'est très difficile. Il y a peu d'artistes qui arrivent à faire ça, et ceux qui font ça, ils ont vraiment le choix ou soit une administration bien assise pour gérer les moyens temporaires et l'énergie possible pour travailler en tant que gestionnaire et artiste. En parlant de vos projets, de vos œuvres que vous avez déjà à créer, quelles sont ces œuvres que vous avez déjà à créer ou des chansons que vous avez à composer? Ouais, en fait, sur Internet, vous pouvez trouver, par exemple, l'une de mes chansons qui est sur YouTube. Il y a une chanson à l'hommage à Taboulay. Ça, je l'ai fait en 2013 lorsque Taboulay était mort, où j'étais en train de relater la biographie générale de Taboulay pour la future génération, les nouvelles générations qui va venir, pour que l'artiste doit être non seulement mortalisé par ses chansons, mais on doit connaître aussi son parcours. Il y a des chansons de sensibilisation telles que Molile Kimbantseke et Komika Nanga, initiées avec les jeunes rappeurs de Kimbantseke, où on chantait contre l'insécurité sociale dans toute sa diversité, les Koulouna qui s'est manifesté dans des quartiers. Il y a la vie des hommes, ça aussi l'une de mes chansons rap qui m'a beaucoup propulsé aussi, où j'ai cité la jeunesse à travailler, que la vie est un combat, moi Nama bat toi comme un soldat. Dans le théâtre, j'ai monté pas mal de pièces de sensibilisation dans des milieux périphériques, et j'ai réalisé un film documentaire sur l'avantage des potagers dans des familles, comment on peut faire des petits bilanga dans des maisons pour nourrir toute une famille. Et à part ça c'est déjà 3 secteurs, je citais la musique, le théâtre et le cinéma. Et dans des projets en écrivant comme ça, nous avons initié avec l'équipe en 2015 le festival Mwinda na Molele, qui est un festival des familles de Kinshasa pour la promotion de l'éducation de jeunes à travers les arts. Maintenant, on se dit, vu que c'est au niveau national qu'on va s'installer, ça devient une rencontre de familles congolaises pour la promotion de l'éducation des jeunes à travers les arts. Dans ces festivals-là, nous avons une partie pédagogique et une partie festive. Dans la partie pédagogique, on fait des ateliers, des forums avec des jeunes pour contribuer à leur éducation à travers les arts. Et dans la partie festive, les jeunes artistes viennent jouer sur nos scènes. Des jeunes qui ne sont pas encore confirmés jouent à côté des stars qui sont déjà confirmés pour partager l'expérience et partager la scène. Je crois que prochainement nous allons vraiment parler de ces festivals. Alors, comme vous nous avez dit que l'objectif de vos projets, c'est d'atteindre le milieu reculé, et puis à part le milieu reculé, le milieu périphérique, parce que comme vous avez bien dit que non, aujourd'hui nous voyons des spectacles justement dans des centres-villes. Trouvez-vous pas que vous avez tellement de difficultés c'est-à-dire à sauter ou à des problèmes à résoudre par rapport à ça? Les difficultés sont énormes. Premièrement parce que les gens qui vivent dans des milieux périphériques ou soit dans des milieux périurbains n'ont pas comment dirais-je, une liberté ou soit une indépendance économique élevée. Ces gens ont moins de moyens, ils n'ont pas de moyens pour acheter les spectacles par exemple, comme les gens qui sont au centre-ville, parce que nous sommes divisés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les plus riches sont dans leur coin, au centre-ville, à la République de la Gombe, tout à fait. Et les plus pauvres dans le reste du pays. Alors, un spectacle qu'on peut vendre à Gombe à 5 $ par exemple, ou 5 € ou 10 000 francs congolais, en Djilou à Kimbantseke, on ne peut pas vendre ça dans le même prix. C'est d'abord la première difficulté dans l'ordre économique, parce que les artistes doivent créer, il faut payer les cachets d'artistes, la logistique, la sécurité. Tout ça, il faut comptabiliser ça. Alors les dépenses sont énormes, mais les revenus sont peu.
si nous n'avons pas de subventions, nous n'allons pas réussir à faire de tels projets. C'est ça aussi le problème. C'est dans ça que je veux aussi te poser une question. Vous m'avez dit que vous avez le collectif d'artistes. Oui. Alors, est-ce que vous arrivez à atteindre l'État, soit vous arrivez à atteindre les autorités pour vos plaidoyers, pour vos lobbying, pour dire que non, vous avez des difficultés peut-être financières ou tout ça. Est-ce que arrivez-vous à créer ces lobbying entre Les lobbying sont mis en place, mais sauf que l'État semble être, je dis bien semble être démissionnaire, parce que ça c'est un grand problème. On peut beau courir derrière tous les bureaux des institutions publiques, aller chercher des financements, d'aide et tout. Mais si on commence et on continue qu'à faire ça, qu'ils ne nous répondent pas, c'est à nous qui sommes perdants. Nous sommes perdants, nous perdons notre énergie. Alors, dans un pays où l'État semble être démissionnaire, les jeunes sont appelés à la résilience. Ils sont démissionnaires, mais nous on fait quoi? Si le Congo ne fait rien pour nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avancer? Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a des institutions ou soit des organismes internationaux qui nous aident parfois avec des subventions. Là, on parle là de partenaires déjà. De partenaires. J'ai travaillé avec l'Union européenne, par exemple, pour notre projet Salon des bruits de Kinshasa, qui est aussi un autre événement qui sensibilise contre la pollution sonore dans la ville de Kinshasa. Parce que vous pouvez même remarquer dans des émissions, il y a des calls, il y a des gens qui crient dehors, il y a des bruits des voisinages. Les gens sont tellement distraits sur la question de la nuisance sonore dans la ville de Kinshasa. Mais l'Union européenne nous a accompagnés dans le cadre de ces projets à sa deuxième édition. Il y a aussi l'Institut français, le réseau des instituts français à Kinshasa, qui travaille avec nous dans le cadre de la rencontre littéraire Mutubuku, qui fait partie de la fête du livre de Kinshasa. Et il y a aussi des partenaires par rapport à d'autres projets que nous recevons dans les centres culturels. Et au niveau local ou international, des privés ou des organismes internationaux. Mais notre ministère de la Culture n'accompagne pas vraiment les jeunes. N'accompagne pas vraiment le jeune. Est-ce que vous le jeune, vous soumettez vos projets à ces ministères et le ministère est démissionnaire? Le ministère semble être démissionnaire, ça j'assume mes propos, parce qu'ils savent que nous existons. Nous avons tous les documents légaux pour exécuter dans ces secteurs culturels. Tout à fait. Et ils ont un répertoire de toutes les structures qui existent dans le pays. Le ministère perçoit les taxes chez nous. Nous payons. Dans chaque activité, quand vous rassemblez plus de 100 personnes, il y a une taxe pour les... j'ai oublié les noms, mais les taxes existent. Il y a même sur l'utilisation des œuvres d'art, les taxes existent. Mais la redevance ne se fait pas. On n'a jamais vu où le fonds de la promotion culturelle lance un appel à subvention. Et là, est-ce qu'en tant qu'artiste, comme vous parlez déjà de taxes, est-ce que vous avez de retombées par rapport à vos droits d'auteur ou droits voisins, parce que vous êtes artiste? Ça aussi, j'avais invoqué tout à l'heure ces problèmes. Les retombées sont un peu calculées par rapport à des personnalités. C'est vrai, on paye l'œuvre qui a été jouée et à combien. Mais nous, on est peut-être en retard vu l'avancée numérique au niveau mondial. Et des artistes n'arrivent pas à trouver leur part dans des droits d'auteur, dans des droits voisins et tout. Mais on fait l'effort au moins de sensibiliser non seulement les artistes, d'aller s'adhérer dans des sociétés de droits d'auteur. Parce que si vous n'êtes pas membre des sociétés, vous ne pouvez pas toucher. Même si vous faites succès avec vos chansons, vos spectacles, quoi. Nous sensibilisons les artistes d'aller s'adhérer et de sensibiliser aussi les gestionnaires, que la redevance soit transparente. Non parce que lui c'est le grand prêtre, on lui donne tout simplement la grande partie même s'il n'a fait rien pendant cette saison. Et ce sont juste des jeunes qui sont venus, et même s'ils ont succès, on ne peut pas payer, on ne peut rien donner. Mais il y a aussi un problème, Nous voyons en République démocratique du Congo, les artistes meurent pauvres. Et pourquoi?
Ça, c'est parce que le pays n'a pas une politique culturelle, comme je le disais. Donc tout revient justement à la politique culturelle. Parce que comment un artiste doit aller tout le temps demander Mama Kingani Talela Bisoli Kambo, au lieu de penser à créer des mutuelles de santé, de penser à créer des cadres de loi qui permet à l'artiste de gagner sa vie par rapport à son talent, par rapport à ses œuvres. Tout ça, ça doit être réencadré dans la loi portant sur la politique culturelle du pays. Combien on paye un artiste professionnel d'un tel niveau? Les cachets, c'est négocié comment? Les contrats, à qui on donnera des grands marchés, à qui on va faire des sous-traitances. Mais nous sommes dans un pays où les riches décident entre eux. Bon, si c'est Kingani, c'est 80 millions, 80 000 dollars. Si ce sont des jeunes, même s'ils sont talentueux, même s'ils ont passé par des académies d'art, bon, trouver des lots pour eux, trouver un transport. Comment l'artiste ne va pas mourir pauvre dans des conditions pareilles? Un artiste qui n'a pas une mutuelle de santé, qui n'a pas une loi qui encadre par son évolution, le jour où il manquera directement s'il n'a pas de concert. Parce que ce n'est pas un métier où on te paye par mois, mais c'est un métier où tu as de revenus, des recettes par rapport à tes contrats. Oui. Et la caisse sociale, s'il ne te reconnaît pas, si le statut d'artiste n'est pas encore reconnu dans un pays, comment la caisse sociale peut prendre l'artiste en charge lorsqu'il ne sera plus sur scène? Ça, ce sont des questions qui doivent être encadrées par la politique culturelle. Mais on dirait que ce sont plus de privés maintenant qui encadrent ces artistes, parce que dernièrement on venait de voir la première dame avec les artistes ensemble. Ils parlaient de l'assurance artiste puis les tout, et nous avons aussi vu de cartes remises à tous ces artistes là. La première dame est un privé. Mais là il y a aussi des privés. Oui, bon, tout à fait. En fait, ça, c'est aussi un grand problème. Notre pays est vraiment dans l'obscurité. Il faut une lumière pour changer de choses. Nous sommes dans l'obscurité rongeuse de notre mentalité. Peu de gens utilisent leur cerveau dans ce pays. C'est vrai, quand une première dame a, par exemple, une association, son nom Jane, pour aider les gens, c'est normal, on peut comprendre. Mais de ministères proprement dits pour exécuter cette tâche, ils font quoi? Comment c'est possible la première dame arrive à mobiliser beaucoup de fonds pour aider les gens? Supprimons carrément les ministères qui ont presque le même objectif avec la première dame. Donnons des moyens à la première dame pour que les gens travaillent. Parce que ça, c'est pas vraiment le rôle de la première dame. Vraiment. Elle fait ça de sa bonne volonté pour aider les gens. Mais les choses doivent être bien planifiées au niveau légal, au niveau du gouvernement. Alors, et les privés, les privés tels que des partenaires des artistes, ils ne sont pas là pour aider les artistes. Ils ont leurs intérêts. Quand un grand prêtre qui gagne, un artiste fait dédicace et lui donne l'argent, il pose sa marque. C'est des sponsorings, c'est des partenariats gagnant-gagnant. Il n'est pas là pour la vie sociale de l'artiste. Il cherche son intérêt. Mais alors, lorsque nous parlons de mécènes, parce que nous sommes dans le métier des artistes, il y a aussi de mécènes qui sont là. C'est-à-dire que qui vous finance sans les mécènes sont rares dans ce pays. Un mécène, c'est la personne qui met ses moyens pour faire évoluer l'art ou le travail d'un artiste, tout en restant discret. Un sponsor, c'est la personne qui met des moyens pour que son image soit valorisée. Alors nous, les gens qu'on cite dans les Mabanga, qui est un modèle économique que j'apprécie, qu'on peut bien développer au Congo ici, mais les gens qu'on cite dans les Mabanga ne sont pas des mécènes, sont des sponsors. Mais je crois que vous, en tant qu'artiste, vous aimez bien ces phénomènes Mabanga. Moi, je ne fais pas de Mabanga depuis qu'on a commencé l'émission ici à qui j'ai dédié. Ça dépend. Moi, je monte une pièce de théâtre, j'ai la pièce littéraire qui est là. Et il faut transmettre cette partie littéraire sur la scène pour devenir artistique. Du coup, tu n'as pas le temps de faire des Mabanga. C'est plus les musiciens qui font ça, mais ils font ça aussi malgré eux. Il a une chanson, il a un thème à exploiter, mais vu que la chanson, le peuple, la population n'a pas les moyens économiques pour acheter par exemple un album à $10, donc il faut faire des mabanga chez des sponsors, des marques, poser des marques dans la chanson, c'est ce qu'on appelle des dédicaces chez nous les mabanga. Citer Grand Prêtre Kingani, Grand Prêtre Kingani, Grand Prêtre Kingani, et à la fin tu auras peut-être $15 000 qui couvrent toutes les dépenses de ton album.
album. Alors aussi, si tu auras un mot à dire au gouvernement congolais, parce que nous sommes en République démocratique du Congo, qu'allez-vous dire? J'invite tout simplement les gouvernants, premièrement, de bien assumer leur rôle et de faire en sorte que ce Congo soit prospère, surtout avec la jeunesse que nous avons ici. Et mettre en place des lois, des cadres qui doivent faciliter des choses à long terme. Que nous laissons au moins des projets presque bidons, des projets PCL comme les Quinois disent. Faites des choses juste parce qu'on doit voir l'esthétique, mais soyons vraiment au fond des choses, dans le fond. Faisons des projets avec des objectifs de développement durable. Si je place une pierre aujourd'hui, après 50 ans, il y aura un tel résultat. Et ensemble avec les gouvernements et les rôles sociaux des artistes que nous sommes, nous devrons penser et réécrire, repenser même l'image du Congolais. On peut projeter que les Congolais doivent être comme ça en 2050. Mais c'est comme ça maintenant qu'il faut commencer à travailler peut-être avec les enfants sur l'image du Congolais. Nous avons un problème des rêves du Congolais. Aujourd'hui, quand on parle du Congolais à l'extérieur, par exemple, c'est juste de la manière péjorative. Tandis qu'il y a des Congolais qui distinguent dans de différents métiers. Je donne par exemple un exemple. Lorsqu'on parle d'un Américain, on voit directement un Américain au niveau supérieur économique parce que c'est diffusé dans les moyens culturels, dans des contenus culturels et créatifs. Quand vous regardez un film américain, même s'il y a un seul Américain, il va aller faire la guerre au Vietnamais, il va gagner et libérer les otages américains. Tandis que l'Amérique n'a jamais gagné une guerre dans la vie réelle. Mais ça fait peur quand vous parlez de l'armée américaine. Vous savez déjà, ça c'est une image diffusée par des contenus culturels. C'est à nous aussi les Congolais de ne pas rester que dans la sape, la bière, la danse. Les artistes sont prêts à écrire et à faire des spectacles ou des chansons qui doivent faire danser les cerveaux au lieu de faire danser la hanche. Nous avons vraiment besoin de l'accompagnement des gouvernements pour construire les rêves congolais ensemble. Et vos projets d'avenir? Moi, je n'ai pas de projets simplement d'avenir. Nous avons des projets présents parce qu'on est sur les actions. On est dans les actions sur terrain. C'est pas dans des commentaires, on vient qu'on parle, pas beaucoup de Français. Nous organisons les festivals Mwinda na Mulili. Nous avons un centre culturel qui accompagne des jeunes en Djili. On a vraiment besoin des moyens d'accompagnement. Et la semaine prochaine aussi, c'est la 3e édition du Salon des bruits de Kinshasa, qui est une manifestation pédagogique et festive en même temps pour lutter contre la pollution sonore. Si les gouverneurs étaient très attentifs, ils pouvaient même nous associer dans les programmes Kinshasa Bopeto pour lutter contre la pollution sonore dans la ville de Kinshasa. Vous savez, les lieux musicaux qui génèrent beaucoup de bruit dans la ville, ce sont des bars, des églises, des marchés, même dans des transports en commun. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas utiliser des musiques amplifiées. Comment on gère les sons, comment on gère les volumes. Même les pasteurs et les tenanciers sont souvent malheureux parce que leur matériel ne dure pas. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent mal. Nous avons un projet qui se propose comme un cadre de réflexion et de formation. Les régisseurs sont dans tous ces endroits-là. Et voilà, dans notre pays, nous avons une loi portant sur la nuisance sonore depuis 1932. La loi a été révisitée encore en 2012. La ville de Kinshasa a une loi portant sur la nuisance sonore. Que les gens sont ignorants. Parce que moi, je suis ici chez moi et les voisins jouent la musique à haut décibel. Je peux porter plainte. Mais si je ne suis pas sensibilisé sur la loi, comment savoir que j'ai mes droits de porter plainte à tel niveau? Et cet événement a vraiment l'objectif de lutter contre la nuisance sonore, dépolluer l'environnement sonore de la ville de Kinshasa. Nous avons tant de projets. Pour ceux qui veulent nous suivre, vous pouvez taper tout simplement sur Facebook Malafi Art Production, M-A-L-A-F-I ''A-R-T-S Production, Malafi Art Production. Et sur la page Facebook, vous verrez des contenus, des informations sur notre évolution de temps en temps. Merci beaucoup, Monsieur Malafa.
Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous nous suivez, vous nous avez suivis de Canada, Toronto, en Amérique, en République démocratique du Congo. Là, vous venez de suivre le parcours de l'artiste Malafi. Alors nous avons échangé avec lui, vous avez vu que l'artiste n'a pas que le rôle, c'est comme d'autres personnes disent, de distraire le gens, non, mais l'artiste a aussi un rôle d'éduquer la masse. L'artiste a le rôle de sensibiliser, de conscientiser. Alors à travers son œuvre ou ses œuvres, c'est-à-dire que l'artiste peut beaucoup de choses, il peut changer le monde, il peut changer beaucoup de choses. Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Ondes Africaines, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé du parcours de l'artiste Malafi. Je crois que vous avez compris, vous avez senti l'artiste article 15 et non artiste 15. Alors là, je vous dis un grand merci, je dis un grand merci à vous tous les téléspectateurs et à vous toutes les spectateurs qui sont en train de nous suivre, qui nous ont suivis, et je dis un grand merci à la grande équipe qui m'accompagne à tout moment, Christian Paddy, Jonas Kungi, Fouassa Fartiné, je n'oublie surtout pas Diasona Madias, la famille, la grande famille, et là je vous dis un grand merci, c'était là votre humble servante Diti Shembo.